Bonjour, je suis Anne Boulakia, conseillère communication à l'AEFE. Je vous accueille aujourd'hui depuis le siège de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, où nous sommes ici un certain nombre et vous êtes d'autres connectés à distance. Je vous souhaite la bienvenue pour cette cérémonie en l'honneur des étudiantes et étudiants ayant fini leur cursus Excellence majeure après 5 ans d'accompagnement. Nous nous retrouvons d'habitude au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Étant donné les conditions sanitaires, nous n'avons pas pu l'organiser dans ces conditions cette année. Mais nous avons prévu pour vous une cérémonie avec une masterclass de Justin Weiss, directeur général du Forum de Paris pour la paix. Avant de commencer cette cérémonie, je vais vous inviter à écouter un message de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a souhaité s'adresser à vous. Mes chers amis, vous pouvez être fiers d'être arrivés au terme du parcours d'excellence qui vous a conduit de nos établissements à l'étranger à nos classes préparatoires, nos meilleures universités, nos grandes écoles, ici en France. Certains d'entre vous auront ainsi passé 2 décennies dans le système éducatif français. C'est dire la force des liens qui nous unissent désormais, des liens que vous trouverez 1000 façons de faire vivre, de réinventer. Je compte sur vous et sur votre imagination. Pour nous aussi, c'est une immense fierté que de vous avoir si longtemps accompagné, soutenu et en définitive poussé à donner le meilleur de vous-même. Lorsque vous étiez en terminale, dans nos lycées du monde, vous nous avez dit votre désir de pouvoir choisir la France pour poursuivre votre formation. Et nous avons écouté vos professeurs qui vous considéraient comme des élèves et des jeunes gens exceptionnels. Et grâce aux bourses d'études Excellence majeure du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, vous avez confirmé leurs intuitions et récompensé notre confiance de la plus belle des manières. En menant de brillantes études supérieures, en décrochant des diplômes qui vous ouvriront bien des portes et surtout en entretenant ce feu sacré que les enseignants du réseau avaient su éveiller en vous. Après le premier cap que vous venez de franchir, vient donc l'heure des grandes décisions. Aller au-delà du master ou entrer dès maintenant dans la vie professionnelle? Rester en France, rejoindre les vôtres ou gagner un nouveau port d'attache? Je n'ai pas besoin de vous le dire, cette liberté est une chance pour vous. Fort de ce que nous vous avons apporté, les jeunes adultes que vous êtes à présent sauront en tirer le meilleur parti. En tout cas, j'en suis tout à fait certain. Et comme je suis certain que vous conserverez toujours une part de France en vous, certain que dans ce monde en voie de brutalisation, vous serez parmi les meilleures ambassadrices et ambassadeurs des valeurs d'ouverture et de diversité qui nous ont permis de cheminer ensemble. Et certain que vous ne manquerez pas de vous engager au sein des associations d'anciens élèves de vos lycées et de l'Union ALFM afin de guider à votre tour une nouvelle génération francophile et francophone. Cette nouvelle génération, nous serons nous aussi à ses côtés, en investissant avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dont je veux saluer le directeur Olivier Brochet, dans le développement de notre réseau d'écoles, dont bénéficient 2/3 des élèves qui ne sont pas français grâce à la fidélité de leur famille et des vôtres, en nous donnant les moyens d'accueillir en France, à l'horizon 2027, 500 000 étudiants en mobilité internationale. 23 000 bourses leur seront offertes chaque année. Et bien sûr, en continuant à miser sur les quelques 800 boursiers Excellence majeure que nous suivons et aidons chacun pendant 5 ans. Depuis son lancement, il y a bientôt 30 ans, le succès de ce programme ne s'est jamais démenti. Le nombre de candidatures que nous recevons a même doublé au fil des 10 dernières années, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. Car je veux vous redire à quel point nous sommes vraiment attachés à ce projet. Je voudrais enfin avoir avec vous une pensée de reconnaissance et de gratitude pour celles et ceux qui, au fil de ces années décisives, avec toute leur intelligence et tout leur cœur, vous ont mené jusqu'ici. Vos professeurs, dont la crise pandémique cette année encore aura rendu le travail particulièrement difficile. Votre réussite est le meilleur hommage que vous pouviez leur rendre. C'est pour vous et pour nous un autre motif de fierté. À toutes et à tous, je vous souhaite vraiment bon vent. On remercie le ministre Jean-Yves Le Drian. Ces mots témoignent de l'importance de ce programme d'excellence pour la France et pour le ministère. Nous allons maintenant écouter Monsieur Olivier Brochet, directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Chères boursières, chers boursiers Excellence majeure, chères anciennes et chers anciens élèves, un premier mot, félicitations. Félicitations à chacune et chacun d'entre vous pour votre brillant parcours. Vous qui avez terminé l'an passé ou cette année, votre master et vos études en tant que boursier Excellence majeure, avec le soutien de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Aujourd'hui marque une étape essentielle dans vos vies,
la fin d'une formation qui a commencé bien souvent dans une école maternelle ou primaire de l'un des 540 lycées français dans le monde. Que de chemin parcouru ensemble! Quelle fierté! Cette réussite, votre réussite, témoigne de la raison d'être de l'enseignement français à l'étranger. Vous êtes la parfaite illustration de l'attractivité de notre système éducatif, de l'universalité de notre réseau, de la qualité de nos établissements et de l'ouverture internationale de l'enseignement supérieur français. Continuez à porter les valeurs d'excellence, de diversité et d'ouverture caractéristiques de l'enseignement français à l'étranger. Vous quittez le système éducatif français, mais n'oubliez pas, comme l'a dit le ministre, le réseau des anciens de l'enseignement français à l'étranger auquel vous appartenez. Prenez conseil auprès de vos pairs, aidez les plus jeunes. Ce réseau, c'est aussi la porte vers de merveilleuses rencontres humaines et opportunités professionnelles partout dans le monde. Le monde, justement. Il traverse une crise sanitaire aux conséquences terribles. Vous n'avez pas été épargné. Études à distance, loin de vos professeurs et de vos camarades, solitude parfois. Je me doute que vous auriez aimé terminer vos brillantes études en France et entrer dans la vie professionnelle différemment. J'espère que le fonds d'urgence, mis en œuvre en janvier dernier par l'AEFE afin d'apporter une aide financière aux boursiers les plus en difficulté, aura rempli sa mission. Je tenais aussi à féliciter tout particulièrement et à remercier les étudiants en médecine parmi vous, vous qui avez été en première ligne durant toute cette crise. Il demeure encore des incertitudes, mais notre vœu le plus cher, bien sûr, est que la situation sanitaire s'améliore rapidement. Cette pandémie nous a tous marqués et nous devons intégrer ce qu'elle nous a appris sur le monde pour construire un autre monde de demain. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à échanger avec Justin Vaïs, fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix, pour imaginer comment vous, jeunes diplômés sensibles aux questions du monde, vous pouvez contribuer à écrire demain. Merci, cher Justin, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de la masterclass avec quelques représentants des boursiers Excellence Major. Un dernier mot pour nos étudiants. Nous sommes vraiment fiers de vous et de votre parcours. Restez en contact et continuez de porter haut nos valeurs. Voilà, merci beaucoup au directeur de l'AEFE, monsieur Olivier Brochet. Suite à ces mots très forts du ministre et du directeur, nous allons pouvoir commencer la masterclass avec monsieur Justin Vaïs. En quelques mots, vous êtes historien de formation. Vous avez été directeur du Centre d'analyse de prévention et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et vous êtes le directeur général du Forum de Paris sur la paix, dont la première édition s'est tenue à l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. L'objectif de ce forum, mais vous pourrez nous apporter des précisions, c'est de mener une réflexion et de présenter des projets concrets pour la gouvernance mondiale, en impliquant les États, les organisations internationales et la société civile, dont le secteur privé. Nous vous avons invité aujourd'hui à échanger donc avec quelques boursières et quelques boursiers Excellence Major afin d'apporter des éléments de réponse à la question suivante: quelle place et quelle responsabilité pour les jeunes diplômés dans la construction du monde post-Covid? Large question, peut-être que nous n'aurons pas toutes les réponses aujourd'hui, mais en tout cas, on espère avoir des pistes avec vous et avec nos jeunes étudiants. Sur le déroulé, vous aurez une dizaine de minutes pour exposer vos points. Ensuite, j'inviterai chacun des étudiants à prendre la parole et n'hésitez pas, bien entendu, à réagir à leurs propos. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous les deux, monsieur le directeur, pour votre accueil. Je suis évidemment très honoré, très heureux. Bravo à tous pour cette cérémonie et ces études. Un mot simplement de mon parcours. Comme vous le découvrirez sans doute au cours de votre carrière, il y a rarement des carrières linéaires et sans doute de moins en moins. Donc moi j'ai commencé comme universitaire, j'étais historien et je pensais me destiner à l'histoire comme mon papa l'avait fait avant moi. Finalement je suis passé de ce monde académique à ce qui m'attirait depuis le début, c'est-à-dire le monde administratif, le monde de la décision politique, notamment au centre d'analyse et de prévision dès les années 2000.
Et puis, comme je voulais quand même continuer à déchiffrer le monde, j'ai travaillé ensuite dans des think tanks, notamment à Washington, à la Brookings Institution, ce qui permettait de combiner à la fois l'étude du monde actuel et puis la réflexion. Et puis au fond, on pourrait presque dire que ma carrière est allée de mal en pis, parce qu'au début c'était bien, j'étais comme mon père, un universitaire, ça c'est prestigieux. Ensuite je travaillais dans l'administration, bon, un peu moins bien. Et puis ensuite dans les think tanks, alors évidemment vu de l'université c'est encore beaucoup moins bien. Puis alors maintenant je travaille dans l'événementiel. Alors là c'est vous dire si la déchéance a été complète, puisque en 2018 j'ai fondé le Forum de Paris sur la paix, qui, pour redevenir un peu sérieux, vise à répondre aux défis globaux, à ceux qui dépassent les frontières, aux défis qui sont pas susceptibles d'être relevés par un seul gouvernement, par un seul État, qui nécessitent de mettre ensemble des tas d'acteurs du Nord, du Sud, des États, des entreprises, des organisations de la société civile, etc. Et au fond, on a vu à cette époque qu'il y avait un grand manque d'un moment dans l'année. Vous savez, dans l'année, il y a typiquement, enfin avant la pandémie, il y avait Davos qui s'occupe d'économie, qui rassemble les élites de ce monde. Il y a plusieurs organisations, plusieurs moments sur la sécurité, sur les questions politico-militaires, comme la conférence de sécurité de Munich et d'autres. Et en fait, on a vu que sur l'agenda des leaders, il n'y avait pas de moment consacré à ce qu'on appelle la gouvernance globale, c'est-à-dire à ces questions qui en fait nous touchent très 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 directement. Et moi, mon background était un background géopolitique, c'est-à-dire je m'intéressais aux rapports entre grandes puissances. C'est ça que j'ai fait quand j'ai dirigé le centre d'analyse de prévision et de stratégie au ministère des Affaires étrangères de 2013 à 2019. Et puis, je me suis rendu compte peu à peu, et alors je vais en venir à la question de savoir ce que cette génération-là peut faire, que au fond, ce qui comptait pour la vie des gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, la politique étrangère de l'administration Biden, elle est orientée sur les classes moyennes. A foreign policy for the middle class, c'est ça le slogan en quelque sorte. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les sujets qui sont traités par les diplomates, dans ces sujets, il y a ce dont on parle beaucoup dans les journaux, la dernière rencontre entre Poutine et Merkel et Biden et Macron, etc. Et puis il y a ces sujets qui touchent en fait beaucoup plus directement les gens, mais dont on parle pas tellement, dont les diplomates s'occupent, mais dont beaucoup d'autres gens devraient s'occuper. Si vous risquez d'être touché directement par les affaires internationales, ce sera sans doute pas une guerre avec la Russie, j'espère pas en tout cas. Ce sera plutôt parce que un de vos grands-parents est mort dans la vague de chaleur de 2003, donc c'est le réchauffement climatique. Parce que peut-être qu'un autre de vos grands-parents est mort dans la vague de Covid de l'an dernier ou de cette année, donc c'est la question de la santé mondiale. Peut-être que l'un de vos proches a été touché lorsqu'il était à l'hôpital par une cyberattaque sur l'hôpital. Vous avez vu qu'il y en a eu énormément depuis 6 mois, et donc ça c'est la question de la cybersécurité. Peut-être en imaginant un peu que dans quelques années il y aura des disruptions majeures à cause du fait que vous savez qu'une grande partie de notre économie repose sur les satellites, pour la géolocalisation, pour la synchronisation des opérations financières, pour l'observation de la Terre, etc. Sauf que on a envoyé tellement de satellites et on a tellement de débris en orbite que peut-être bientôt il y aura plus de possibilité d'utiliser l'orbite basse. Et donc ça aussi c'est un problème global qu'un seul gouvernement peut pas résoudre, mais qui peut vous toucher très très directement parce que on en bénéficie tous. Donc vous voyez, il y a tous ces problèmes globaux qui, à mon avis, et donc dont le forum a voulu s'occuper, et qui, à mon avis, sont la marque de cette nouvelle génération. Moi, je crois pas tellement dans le concept de jeune, non pas parce que maintenant je suis vieux, donc je prends mes distances par rapport à ce concept-là, mais parce qu'en fait, des jeunes, il y en a, voilà, autant qu'il y a d'individus en réalité, autant qu'il y a de classes sociales, autant qu'il y a de nationalités, autant qu'il y a de goût, autant qu'il y a de, etc. Et donc, vous savez, il y a même une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui parle des jeunes et de la paix. Bon, pourquoi pas? C'est la résolution 2250, je crois. Pourquoi pas? Je crois par contre beaucoup plus au concept de génération, parce que une génération, là, il y a une cohérence. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont été marqués par les mêmes événements. Le Covid, évidemment, il y aura une génération Covid. Il y a une génération de la guerre froide et de la chute du mur. Il y a une génération. Vous savez, ça, c'est un concept qui me semble le plus intéressant. Et il me semble que ce qui marque votre génération, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est le fait que c'est, vous savez, comme on dit traditionnellement sur les questions de climat, c'est, disons, la première génération à prendre en compte ce défi-là et à se rendre compte que le défi climatique est existentiel, c'est-à-dire qu'il est mortel.
et c'est probablement la dernière génération à pouvoir traiter le problème. Et donc, je pense que ce thème-là, le thème environnemental, le thème climatique, est central et marque la génération qui est la vôtre. Et quel que soit votre engagement dans la médecine, dans l'ingénierie, dans les sciences politiques ou ailleurs, je pense que ça va colorer l'ensemble de cette cohorte d'âge, l'ensemble de cette génération. Et je pense qu'au-delà de la question climatique, c'est aussi une génération qui est plus globale que les précédentes. Nous, au XXe siècle, parce que je suis né au XXe siècle et j'ai passé une bonne partie de ma vie de l'autre côté de l'an 2000, on avait un risque global en réalité. C'était le risque nucléaire. C'est la prise de conscience des années 60 et ensuite des années 80 où ça a été très fort, où une génération s'est mobilisée contre l'arme nucléaire. C'est la seule chose qui pouvait menacer la vie sur Terre. Sauf que maintenant, il y a la menace climatique qui menace pas la planète, mais qui menace la vie humaine, en fait, sur la vie sur Terre. Il y a la disparition de la biodiversité. Il y a maintenant, avec le Covid-19, la prise de conscience de cette interdépendance entre tout le monde, le fait que tout ça, c'est des problèmes qu'on ne peut pas régler nationalement, un seul État, et même les États entre eux sont pas suffisants. Il faut qu'il y ait les organisations internationales, les organisations de la société civile, les fondations, les entreprises et beaucoup d'autres. Et donc, c'est cette prise de conscience de la globalité. Et puis demain, je pense qu'il y aura d'autres défis qui renforceront cet aspect, cette prise de conscience globale. Je pense notamment à la génétique. Je pense que vous serez la première génération probablement à pouvoir faire le hacking, disons, de notre évolution génétique, c'est-à-dire de pouvoir modifier l'espèce elle-même, ce qui est une possibilité terrible, enfin une charge terrible, mais en même passionnante, mais en même temps terrible et qui pose plein de questions. Et je pense aussi que du côté de l'intelligence artificielle, pour l'instant c'est un outil d'intelligence artificielle. Pour l'instant c'est juste l'équivalent du bulldozer par rapport à l'appel qu'on manie, c'est-à-dire ça démultiplie et ça automatise des tâches que l'humain peut faire. Demain, potentiellement, l'intelligence artificielle peut faire davantage que ça et donc posera aussi des problèmes globaux. Donc bref, je sens que mes 10 minutes sont pas loin d'être épuisées et donc je vais conclure. Je pense que votre génération à vous est celle, et encore une fois, quel que soit votre champ d'activité, est celle de la prise de conscience que au-delà des différences d'État, de nationalité, etc. Il y a un danger qui pèse sur l'ensemble du bateau de la race humaine, disons. C'est-à-dire, vous savez, jusqu'à présent, au fond, les passagers pouvaient se battre à l'intérieur du bateau, c'était pas très grave, le bateau continuait, etc. Mais là, il y a quand même des gros grains qui arrivent, à commencer par le défi climatique et quelques autres, qui n'existaient pas auparavant, et qui reviendra à votre génération, enfin à la mienne d'ailleurs aussi, je suis pas si vieux que ça, et à votre génération de relever. Et c'est ça un peu le message, s'il peut y en avoir un, qui est le message du Forum de Paris sur la paix, et celui que je voudrais faire passer ce soir, qui est cette prise de conscience que, encore une fois, au-delà de notre segmentation, il y a eu beaucoup de renforcement des nationalismes, des sentiments d'identité, d'appartenance, évidemment, qui vont à l'encontre de cette prise de conscience globale. Il faut avoir conscience qu'on est dans ce même bateau et que si on va vers le grain et qu'on se le prend, on risque de couler. Et donc voilà, c'est le message que je vais vous donner en espérant pas avoir parlé trop longtemps. Et je vous rends la parole. Merci beaucoup, Monsieur Justin Weiss. Beaucoup de défis pour les prochaines années, effectivement. Et cette métaphore du bateau et du grain qu'on retiendra, je pense. Je vais donc maintenant passer la parole à nos boursiers et boursières Excellence Majeure. Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir et à répondre à leurs questions et à réagir à leurs propos. Tout d'abord, à distance, Sophia, étudiante bolivienne en commerce. Oui, merci Monsieur Weiss, je suis vraiment 100% d'accord avec vous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'AFE, Campus France, le gouvernement français. Grâce à cette merveilleuse bourse, j'ai pu intégrer une grande école de commerce, ce qui m'a permis d'avoir un parcours très international. Donc voilà, je suis en tête avec vous. Et bon, alors la question, quelle responsabilité pour les jeunes diplômés dans cette construction du monde post-Covid? C'est une question très intéressante et très vaste. En fait, lors de mon stage de fin d'études auprès du ministère des Affaires étrangères, j'ai pu assister à des réunions des Nations Unies à New York lors de la 3e Assemblée générale, dont 193 pays ont pu participer.
et ceci m'a permis de tirer des conclusions en ce qui concerne nos responsabilités. Bon, tout d'abord, faut le dire, grâce à la bourse, on a tous accompli des formations d'excellence, ce qui nous ouvre beaucoup de portes, et donc on a une responsabilité très importante dans cette construction post-Covid. Le monde post-Covid nous a laissé une augmentation des inégalités de genre très importante. Donc, notre responsabilité, c'est vraiment de réduire les écarts. Et si un jour on est dans des positions de prise de décision, il faut qu'on favorise la discrimination positive envers les femmes qui ne sont pas énormément représentées dans des positions de pouvoir. Une autre conséquence importante de cette crise, voilà, c'est les inégalités dans l'éducation. En fait, d'après l'ONU, il y a 1,6 milliard de jeunes qui n'ont pas eu accès à l'éducation digitale pendant la pandémie. Donc voilà, ceci crée encore des inégalités et c'est un cercle vicieux qu'il faut rompre. Nous sommes dans des positions privilégiées, donc plus tard, il faut penser à offrir des bourses aux jeunes, il faut leur donner des opportunités pour développer leurs talents, comme nous les avons eu aussi. Et finalement, il faut prendre conscience, on vient de passer une crise sanitaire très, très dure pour le monde, mais si on ne respecte pas la planète, bah, dans quelques années à venir, nos générations auront des crises écologiques. Donc je pense que faut qu'on prenne en compte le développement durable, il faut privilégier le recyclage, mettre en place de nouvelles formes de production bien plus soutenables et respectueuses de la planète. Il faut prendre en compte les 3 P, People, Profit and Planet, et penser à être vraiment des society changemakers tout au long de notre carrière professionnelle. Donc merci beaucoup, je passe la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Sophia. Je vais donc maintenant proposer à Diego, étudiant mexicain en microélectronique, également à distance, de nous apporter ses réflexions et ses éventuelles interrogations. Bonjour à tous. Tout d'abord, la place des jeunes diplômés dans le monde post-Covid. Je pense que nous n'avons pas tous vécu cette période Covid de la même manière en fonction du métier. Il y a des gens diplômés qui arrivaient difficilement à trouver leur place parce que leur métier n'était pas adapté à un changement aussi radical du mode de vie. Et il y en a d'autres qui ont trouvé d'une certaine manière le renforcement de leur place dans ce monde post-Covid, comme c'est le cas de ceux qui travaillaient dans le monde numérique. Cela a donc, de mon point de vue, renforcé les inégalités qui étaient déjà présentes dans notre société. C'est évident aussi que cela a été une occasion de se faire des réflexions par rapport aux motivations dans nos métiers, à trouver du sens à ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Dans mon entourage, j'ai vu un taux d'échec assez élevé parmi ceux qui passaient des concours, ce qui est déjà de toute évidence normal, à cause de conditions sociales difficiles et contraignantes. Mais c'est une deuxième chance pour beaucoup d'entre eux pour se poser la question, est-ce que c'est vraiment cela que je veux devenir? De mon point de vue, nos responsabilités en tant que jeunes diplômés, c'est d'être prêts aux nouvelles manières de travail qui nous ont été imposées, mais qui sont devenues notre quotidien au jour d'aujourd'hui. Une transition vers le monde numérique était déjà en cours lorsque la crise sanitaire est arrivée. Elle s'est énormément renforcée au cours de ces derniers mois. Et il faut en profiter de ce monde connecté dans lequel on vit actuellement et partager nos connaissances à travers les chaînes de communication de libre accès. Et enfin, personnellement, en tant que jeune diplômé en microélectronique, l'une de mes responsabilités, c'est de rendre l'accès à ce monde connecté accessible pour tous. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Diego. Je vais inviter Sylvia, ici présente avec nous, à apporter ses réflexions, étudiante en italienne en management interculturel, communication et événementiel. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Sylvia Wembeck, j'ai fait des études en langue étrangère appliquée, management interculturel, mais également marketing et communication. Je pense que la Covid-19 nous a apporté et enseigné 3 choses. La première, c'est qu'aucune situation n'est acquise, c'est-à-dire qu'on a pu voir tous ici présents que plusieurs paradigmes de notre société ont été complètement bouleversés avec l'arrivée de la crise. En deuxième lieu, je dirais que la crise nous a appris qu'il faut continuellement se former pour faire face aux changements brutaux de notre société. Le digital et les réseaux sociaux nous ont permis d'être en contact avec d'autres personnes pour faire notre profession, continuer à faire nos études, mais également être en contact avec nos proches.
Et ils nous ont également permis de nous découvrir certaines passions, certaines casquettes. Je pense notamment à la casquette d'entrepreneur, à la casquette de gestionnaire des réseaux sociaux pour mettre en avant notre image pendant les confinements que nous avons eus, ou encore la casquette de gestionnaire de projet pour mettre en avant nos projets, nos associations et tout ce qu'on a voulu porter en avant durant cette période de pause et de pandémie mondiale. Je dirais que la troisième chose qui est à mon sens la plus essentielle durant cette pandémie, c'est que la crise sanitaire nous a appris à mettre en avant certaines choses au-delà d'autres, c'est-à-dire nous n'avons plus un rôle à jouer et en tant qu'individu pour avoir un travail avec un salaire. Nous devons aller au-delà de tout l'aspect financier, par exemple, que nous pouvons avoir dans un travail. Nous devons mettre en avant les valeurs humaines qui sont au cœur de notre société. Je pense notamment à la valeur de solidarité, d'humanité, que nous pouvons retrouver dans nos métiers. Donc vraiment, je pense que la jeunesse aujourd'hui doit faire en sorte de faire des métiers qui vont servir l'humanité, qui vont servir la cause climatique, la solidarité et la société dans son ensemble. Voilà, merci. Et je me permets, je peux poser une question, si je peux poser une question à Monsieur Weiss, c'est comment allez-vous concrètement impliquer la jeunesse dans vos activités, c'est-à-dire peut-être avec le Forum de la paix, comment allez-vous intégrer cette jeunesse dans vos activités? Eh bien, au forum, le cœur du forum, c'est la sélection d'une centaine de projets qu'on présente chaque année en novembre. Le forum, c'est du 11 au 13 novembre, sur des centaines de candidatures, parce qu'on en avait 800 l'an dernier. Cette année, on a beaucoup réduit le champ pour sélectionner des projets encore meilleurs. On avait plus de 500 encore, malgré la réduction thématique, disons, des projets. Et parmi eux, beaucoup sont présentés par des jeunes. Et dans le choix qu'on fait, dans la sélection qu'on opère, on est attentif à ce facteur-là, et aussi à la coopération entre en fait différentes générations. Mais pour certains thèmes, sur l'écologie, sur le numérique notamment, c'est beaucoup des jeunes, et ça, on met une prime, disons, à la jeune dans la présentation de ces projets, qu'ensuite on aide à faire des rencontres, à se financer, à avoir de la visibilité médiatique, etc. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange. Je me tourne maintenant vers Blanca, étudiante espagnole en sciences politiques à distance, il me semble. Bonjour, oui, merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier notre invité d'honneur pour sa présence aujourd'hui, et je voulais aussi remercier très spécialement l'AFE et Campus France pour leur soutien tout au long de ces 5 dernières années, un soutien qui a été essentiel pour beaucoup d'entre nous. Donc, revenant sur le thème d'aujourd'hui, je voulais vous demander, Monsieur Weiss, votre réflexion sur certains aspects. Donc, personnellement, et vous l'avez déjà évoqué, je pense que nous sommes face à une génération de jeunes diplômés très engagés. Il y a parmi les jeunes générations un fort réveil écologique, un certain activisme dans la lutte contre le changement climatique, mais également des demandes de transparence, de justice, d'égalité hommes-femmes qui ont été même évoquées par mes collègues aujourd'hui. Et donc, il y a une critique du modèle socio-économique, un modèle que nous ne pouvons pas soutenir dans les prochaines décennies. Et donc, je dirais qu'il y a une volonté de changement qui se traduit bien sûr dans le moment de prise de décision dans le marché du travail, et à titre personnel aussi dans ce moment de réflexion sur la vocation professionnelle. Et donc, je voulais vous demander votre réflexion sur la tension qui se dessine parmi les jeunes entre intégrer une structure déjà existante qui a des défauts parfois quasiment structurels et qui sont certainement difficilement surmontables, ou créer parfois son propre projet, ou intégrer des structures plus indépendantes qui ont un impact certes plus limité, mais plus cohérent par rapport à certaines valeurs. Et donc, j'entends par structure existante un grand groupe qui a des nouvelles politiques RSE, mais parfois on voit aussi que c'est du greenwashing, mais également des organisations internationales qui ont des limitations presque insurmontables pour faire face aux défis de notre société. Et donc, je crois que ces deux voies coexistent, mais je voulais avoir votre avis sur cette tension, et est-ce que ce changement interne est-il possible
dans ces organisations, comment est-ce qu'on intègre ces structures et on réussit à changer? Parce que je pense que parfois, il y a aussi une certaine peur de la part des jeunes, et je m'inclus moi-même, à la frustration, à intégrer ces organisations et ne pas réussir à avancer vers un modèle plus adapté aux besoins et aux urgences de notre société. Et j'ai une deuxième question que je vais vous poser rapidement, et comme ça, vous pouvez organiser vos éléments de réponse comme vous le souhaitez. Donc déjà, c'est une question peut-être plus de l'ordre géopolitique, mais concernant le thème d'aujourd'hui, on parle déjà de monde post-Covid. Donc, est-ce qu'on peut parler de monde post-Covid en tant que tel? Donc, c'est clair, et je ne vais pas le dénier, qu'il y a des choses qui ont changé, des priorités, des dynamiques, mais est-ce que vous pensez qu'on est vraiment face à un certain nouvel ordre? Et dans le contexte de gouvernance, et peut-être revenant aux 10 principes qui ont été évoqués aussi par vous-même au sein du Forum de Paris sur la paix, est-ce qu'on va réussir à construire ce futur basé sur le multilatéralisme et la coopération? Parce qu'on est beaucoup à penser que c'est un pilier fondamental, au moins c'est mon cas, mais on voit aussi un certain repli dans certains pays, un certain nationalisme. Donc, c'est cette deuxième question rejoint un peu ma première dans l'aspect du changement. Finalement, les jeunes, où est-ce qu'on peut réussir à changer le modèle et changer le modèle dans un esprit de coopération? Et donc, c'est évidemment à nous aussi à répondre à ces questions, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur ces points-là. Merci beaucoup. Merci. Je vais demander aux organisateurs de me donner 1h30 s'ils sont d'accord pour répondre à ces questions qui étaient extrêmement bien posées et présentées et qui contenaient une part de réponse en elles-mêmes d'ailleurs. Mais toutes les deux sont évidemment passionnantes. Peut-être brièvement sur la première. Ma réponse, c'est les deux en général. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer les institutions existantes et les améliorer, que ce soit des grands groupes ou des organisations nationales, ou alors est-ce qu'il faut créer autre chose? Je pense que la pression sur les premières vient du fait de créer les secondes, c'est-à-dire que les deux sont possibles et que donc on peut s'engager dans une voie ou dans l'autre, qu'on ait son propre changement, c'est-à-dire que si on va travailler pour l'ONU et qu'on trouve que l'ONU est inefficace dans tel ou tel domaine, on peut essayer de changer, on peut aussi essayer de changer de l'extérieur et de faire pression. D'ailleurs, il y a une question plus radicale dans votre question, qui est celle du capitalisme en fait. C'est-à-dire, est-ce que ce mode de production est, disons, réformable suffisamment avec des choses comme la RSE, que vous avez cité, les normes environnementales, sociales, de gouvernance, etc. Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose de structurellement défectueux, disons, dans ce mode de production et qui fait qu'il n'est pas compatible avec le maintien d'une vie humaine bonne pour tous avec du progrès. Et là, il y a 1000 réponses. Nous, ce qu'on essaye de pousser au forum, c'est et je pense que ça s'est beaucoup développé avec raison, c'est toutes les initiatives d'économie sociale et solidaire qui ne sont pas de la RSE, qui sont autre chose, c'est-à-dire qui sont des expérimentations différentes et tout ce qu'on appelle l'économie à impact, impact economy, impact investing, etc. Et qui sont, alors c'est pas le marxisme du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire il s'agit pas de prendre le capitalisme de front, mais il s'agit d'en modifier suffisamment les bases pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit compatible avec les autres objectifs qui s'imposent maintenant, notamment climatiques et autres. Voilà, je pourrais beaucoup développer, mais je voudrais m'arrêter sur cette première réponse. Et sur la deuxième question, merci. Donc vous avez cité en effet, on mène une réflexion sur le monde post-Covid, même si on n'est pas encore sorti du Covid. Mais moi, oui, je crois très fort qu'on est dans un moment, parce que le Covid a précipité une prise de conscience et a marqué au moins 2 années, 2020 et 2021, qu'on verra un changement. Ou au moins, ce sera pour les historiens, quand ils prendront du recul, en 2050, en 2100, un repère pour montrer sans doute la fin d'une phase. Et en fait, c'est pour ça qu'on travaille en ce moment sur les principes du monde post-Covid. C'est-à-dire, on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui, quels sont les paradigmes, pour dire des gros mots, quels sont les principes, disons, le consensus actuel par rapport à il y a 2 ans ou 3 ans et par rapport à il y a 15 ans. Est-ce qu'on réfléchit de la même manière à l'environnement? Est-ce qu'on réfléchit de la même manière aux inégalités que vous avez citées, y compris les inégalités de genre? Il y a quelques jours, c'était le Forum Génération Égalité et c'était un moment vraiment important pour cette question d'égalité homme-femme. Est-ce qu'on réfléchit de la même façon au numérique, par exemple, qu'il y a 5 ans, que vers 2014-2015, avant que notre vision
toute une génération s'est engagée dans les entreprises de tech, parce que c'est ça qui était prestigieux et qui était enthousiasmant. Évidemment, il y a maintenant une vision très différente de ces entreprises là, et on sait maintenant que après 10 ans ou 20 ans de Far West, il faut mettre de la régulation, il faut mettre de l'éthique, etc. Et puis la santé, évidemment, parce que là, on s'est pris quand même une grande claque et on a réalisé que non seulement la recherche médicale, mais aussi les moyens de délivrer sur le terrain les vaccins, ça va être le prochain grand défi. Après la production, la distribution, ça va être de toucher les populations au plus près. Voilà, sur tous ces trucs-là, on voit bien que ça a changé. On pense pas de la même façon qu'il y a 3 ans et qu'il y a 15 ans. Et donc nous, on essaye de mener cette réflexion pour justement pousser encore un petit peu plus loin. Par exemple, net zero emission, comment est-ce qu'on dit en français, la neutralité carbone, on l'atteindra. Bon voilà, alors certains disent 2060, 2050. Est-ce qu'il ne faut pas se fixer un cap plus ambitieux? Est-ce que toute organisation ne devrait pas fixer sa propre date, la plus rapprochée possible, pour la neutralité carbone? Vous voyez, c'est des principes comme ça auxquels on peut réfléchir, qu'on essaye de cristalliser et qui, à mon avis, nous aideront à avoir une boussole dans le monde post-Covid si on les fait suffisamment adopter par tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange. Je vais inviter maintenant à distance Boris, diplômé malgache en finance, à s'exprimer. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Déjà, je rejoins pas mal de points sur ce qui a été dit, ce qui me conforte dans ma réponse et ce qui me rassure sur l'avenir de nos sociétés. Alors, la place des jeunes diplômés dans le monde post-Covid, c'est une question que je me suis posée en tant que jeune diplômé. Et s'il y a une réponse que je devais donner pour m'adresser à tous les jeunes diplômés, qu'il s'agisse des jeunes diplômés d'hier, d'aujourd'hui et de demain, jeunes diplômés qui seront partout autour du monde et qui intégreront différentes fonctions, qu'il s'agisse de politique, de finance, de sciences, d'humanitaire ou de santé. Ce serait la notion de garder en tête la notion de coût humain dans les décisions que nous serons amenés à prendre. C'est-à-dire à tous les niveaux. J'ai le sentiment que notre société, jusqu'à il y a très peu, ça commence à être de plus en plus présent graduellement, mais jusqu'à très peu, le coût humain n'était pas prioritaire au dépit du coût financier ou du coût d'image ou de pouvoir, d'influence. On a préféré valoriser ces autres facteurs plutôt que l'humain. Et je constate que les crises observées, qu'il s'agisse de crises financières, militaires ou environnementales aujourd'hui, ne sont que les conséquences de nos décisions ou de notre absence de considération pour le facteur humain lorsque nous avons pris des décisions. Et en ce sens, s'il y a bien une idée que j'aimerais que tous futurs actifs et jeunes actifs gardent en tête, c'est celle-là. C'est garder en tête l'idée que nos décisions auront des conséquences sur la société, auront un impact sociétal. Merci beaucoup. Merci beaucoup Boris. Je passe maintenant la parole à Mathilde, étudiante bolivienne en genre, égalité et politique sociale à distance aujourd'hui. Bonjour, merci à tous et à toutes. Je pense que j'ai aussi, vous avez un peu répondu à mes questions, surtout mes camarades qui ont posé un peu les questions avec mes mêmes réflexions et mes mêmes préoccupations, je dirais. Je pense que notre génération est spécifique en ce qui concerne notre engagement, comme ma camarade a bien dit. On est la génération où les luttes se rassemblent et on est. Et du coup, ma question, c'était surtout sur peut-être cette nouvelle connexion, cette nouvelle technologie qu'on a vue était centrale pendant le confinement et va être centrale pour le monde post-Covid. Du coup, le cyberespace, peut-être cet territoire un peu sans frontières, mais qu'on a essayé bel et bien de conquérir il y a beaucoup d'années. Quelle est la responsabilité qu'on a dans le développement du cyberespace et des nouvelles technologies? Est-ce qu'on doit les apprendre de manière neutre
ou développer une réflexion très politique et du coup dirigée sur la création de nouvelles technologies. J'ai un exemple en particulier parce que du coup ma formation m'a fait faire des recherches sur cette thématique. Par exemple, les cyberespaces, c'est un territoire d'inégalité de genre. On le voit avec le phénomène du cyberharcèlement, du cybersexisme, mais l'apprentissage des nouvelles technologies est un facteur tellement puissant pour l'insertion au travail des jeunes femmes diplômées, mais pas que. Du coup, risque ou développement qui va un peu nous aider. Quelle serait votre vision et peut-être celle de mes camarades? Merci. Merci. Moi, il me semble d'abord qu'en effet, cet espace-là, bon, d'abord, il est très politique, c'est-à-dire que oui, il est pas du tout neutre, il est tout sauf neutre en réalité, et il s'apparente à des tas de choses. Il s'apparente au café du commerce, c'est-à-dire c'est un endroit où on rencontre d'autres personnes et où on parle et où on se critique et où on peut s'en prendre aux uns et aux autres, etc. Il s'apparente à un réseau, c'est-à-dire que tout d'un coup, il renforce en quelque sorte l'identité et l'individualisme, puisqu'on peut rencontrer des gens comme ça virtuellement qui pensent comme vous et donc s'abstraire de ceux qui sont autour. Enfin bref, il y a mille façons, je veux pas rentrer trop dans le détail, mais il y a mille façons dont cet espace est politique. Mais je dirais peut-être la chose qui me paraît intéressante, c'est bon de souligner qu'il est plus global en fait. Hein, il y a plus un internet global, c'est pas vrai. Il y a d'abord il y a l'internet chinois. Hein, vous pouvez pas accéder au site chinois et les Chinois peuvent pas accéder à beaucoup des sites d'internet, pas tous. Bon, il y a quelques modes de contournement, mais enfin en gros, bon, il y a quelque chose. La Russie est en train de faire la même chose, c'est-à-dire il y a une bulle du Runet, du net russe, etc. Et puis il y a beaucoup de pays où il est restreint. Et donc l'impression d'universalité qu'on a, en fait, déjà ça n'existe plus. Il y a déjà des fractures dans ce qui était quand même cette espèce de rêve au début d'un espace sans frontières où on pouvait communiquer, passer des informations, etc. Bon, et je pense que il faut avoir conscience de ça, que au fond les deux choses vont un peu de pair, c'est-à-dire d'un côté la nécessité qu'il y ait une régulation parce que c'est un espace public, parce que c'est un espace politique, c'est un espace où il peut se passer des choses dangereuses, où on peut faire du recrutement et de la radicalisation en ligne, où on peut faire du cyberharcèlement, etc., etc., en plus des choses positives qu'on peut y faire. Donc, je pense qu'il y a une grande nécessité de régulation, après, encore une fois, 20 ans de Far West. Et puis, mais d'autre part, il y a aussi, à mon avis, les deux vont de pair, hein, vraiment, il y a aussi une nécessité de le garder universel, aussi universel que possible, pour pouvoir partager et faire triompher son usage en termes d'échanges, d'opinions respectueux, en termes d'échanges de connaissances, en termes de formation, et on l'a vu pendant la pandémie, en termes de plateformes formidables pour la coopération scientifique, etc. Et donc les deux vont de pair, et ça sera le rôle de cette génération, à la fois de réguler cet outil incroyable et en même temps de le garder aussi universel que possible. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter à distance Leïla, étudiante marocaine en ingénierie informatique. Ok, alors bonjour à tous. Déjà, je remercie tous ceux qui sont là et mes camarades pour tout ce qu'ils ont dit. Donc moi, ce que j'ai à dire, donc je vais le dire un peu plus d'un point de vue un peu scientifique. Donc déjà, je pense que que la Covid nous a appris énormément de choses et devrait nous apprendre beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'il faudrait changer entre grandes guillemets. Déjà, c'est la place des scientifiques dans la prise de parole. Je pense que quand la pandémie a émergé, personne ne savait exactement ce qui se passait. Et en tant qu'ingénieur, on a eu beaucoup de cours de tout ce qui est propagation virale, de modélisation, etc. Et je pense que ce soit les ingénieurs ou scientifiques auraient pu prendre la parole et vraiment expliquer comment le virus se propage pour vraiment bien expliquer le port du masque, l'importance du masque surtout, et bien montrer des modélisations ou quoi que ce soit pour avoir un aspect visuel sur la société.
Ensuite, je pense que pour le monde post-Covid, on a besoin de jeunes diplômés engagés et qui vraiment veulent aider et sont prêts à aider. Et ça, on l'a vu en fait pendant la pandémie. Je prends l'exemple, parce que du coup, j'y suis proche, mais à Centrale Supélec, ils ont développé en fait des visières de sécurité pour aider les soignants. Donc pendant la Covid, c'était vraiment des étudiants qui étaient engagés, qui ont fait ça. Donc ça, je pense que c'est important. Et alors, j'espère qu'il n'y aura pas la Covid encore pendant longtemps, mais je pense que c'est des solutions qu'on peut faire et qu'on peut développer pour aider les soignants et pour faciliter beaucoup de choses. Et je pense que c'est l'une des places importantes donc, pour les diplômés futurs. Ensuite, je pense qu'en tant qu'ingénieur informatique, on a besoin de développer des solutions digitales. Je pense que la Covid nous a bien montré que le digital était très important, était essentiel. Et on peut encore développer beaucoup de choses, on peut encore faire énormément de choses, que ce soit avec les intelligences artificielles, pour justement, voilà, si jamais il y a une autre situation qui arrive comme ça, mieux gérer les choses. Par exemple, donc, au premier confinement, j'étais sur beaucoup de plateformes où je voyais des jeunes qui étaient complètement perdus parce que au niveau scolairement, ils n'arrivaient pas à tenir. Donc, il y a eu pas mal de choses qui se sont développées. Donc, c'était également des jeunes diplômés qui les aidaient du mieux possible. Donc, en mathématiques, en physique, etc. Donc, il y a eu des plateformes Zoom pour les aider. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le besoin en fait, des personnes engagées. Ensuite, j'ai 2 derniers points, mais la Covid nous a aussi montré qu'il y avait vraiment un problème au niveau environnemental et que les personnes se déplaçaient moins, donc la planète allait beaucoup mieux. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose en fait. Et voilà, il faut prendre en compte l'aspect environnemental. Et je pense que c'est un enjeu majeur en fait, que ce soit pour les ingénieurs ou pour n'importe qui, de ne pas oublier en fait l'aspect environnemental. Et enfin, je pense que la Covid nous a montré qu'on était, on est tous liés dans ce monde. Et j'ai travaillé pendant un court moment donc, à la grande épicerie de Paris et j'ai vu en fait des quantités astronomiques de nourriture qui étaient jetées. Et je trouve que c'est pas, voilà, c'était pas quelque chose. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas appris de ce qu'on avait vécu pendant la pandémie, de se dire que, jeter autant de choses et autant de pertes, c'est plus possible en fait dans le monde aujourd'hui. Et il faudrait une meilleure gestion de beaucoup de choses. Donc je pense que c'est ça que devraient faire les ingénieurs dans le futur. Donc on a besoin des ingénieurs ou des jeunes diplômés. Je pense qu'on a besoin de personnes engagées dans le monde qui arrive. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter Thierry qui est avec nous aujourd'hui, diplômé indonésien en ingénierie, art et manufacture, à apporter ses réflexions. Oui. Donc, je crois que tout le monde l'a souligné avant, et je suis très d'accord sur l'importance du numérique en ce moment. C'est grâce à ça que le monde continue à tourner. En fait, ça nous donne les moyens de communiquer et de collaborer pour atteindre nos objectifs. Je crois aussi on est la première génération à avoir vraiment grandi, disons, avec Internet, avec ce rêve, cette promesse de démocratisation, parce que Internet est censé être ouvert, décentralisé, tout ça c'est très beau. Et on a parlé des points positifs, on n'a pas dit particulièrement, pas nommé quelque chose de particulier, par exemple la ZIVET, qui est un grand événement caritatif français, qui est le plus grand événement caritatif à avoir collecté de l'argent, je crois que c'était à plusieurs millions d'euros pour une bonne cause. Et aussi, d'un autre point de vue, on a ce déséquilibre en fait, qui se manifeste notamment du point de vue de notre relation avec l'information. C'est-à-dire l'information qui est sur Internet, donc qui est disponible à tout le monde. Et malheureusement, en fait, d'une manière, en fait, c'est plus difficile à y accéder. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est on a des grandes entreprises, je pense notamment aux GAFAM, ou FANG, comment vous les appelez, qui, eux, se sont enrichis sur le dos de récoltes massives d'informations. Et donc, pour nous, comment est-ce qu'on rend cette information plus accessible? Comment est-ce qu'on peut certifier que cette information est vraie? Je crois que pendant ces 4 dernières années, on a eu beaucoup du mal en fait, avec un peu ce déluge, cette avalanche d'informations qu'on ne peut pas arrêter et on n'arrive pas à trier entre la vérité, donc la notion de vérité est déjà assez contestée maintenant. Et puis bien sûr, toutes ces notions c'est un enjeu géopolitique très important, notamment avec comment est-ce que les impôts sont, comment est-ce qu'on fait les impôts sur ces grandes boîtes qui font de leur tout pour disons, trouver les loopholes nécessaires pour, que ce soit en Irlande ou dans les Bahamas pour éviter
de payer ce qu'ils devraient payer. Donc, c'est vraiment juste une question de déséquilibre. Les déséquilibres se sont accentués pendant la pandémie. Et je demande quel rôle est-ce que nous, en tant que jeunes diplômés, on peut avoir pour, disons, on va pas dire reprendre ce qui nous appartient, ce n'est pas le plan du capitalisme non plus, mais l'idée d'établir des règles plus, comment dire, faire juste pour équilibrer les choses et faire en sorte que ce ne sont pas les gens qui ont déjà les ressources qui peuvent continuer à les accumuler. Merci Thierry. Peut-être juste pour mettre les choses en ordre, il me semble qu'il y a 3 ou 4 problèmes distincts dans le numérique. Il y a le problème de la sécurité, on en parlait tout à l'heure, la cybersécurité, c'est-à-dire que les gens ne se fassent pas piquer leurs données ou ne se fassent pas rançonner. Il y a le problème des données personnelles et de ce qu'on appelle la privacy en anglais, c'est-à-dire quel usage on peut faire des données des gens. Il y a le problème du café du commerce, c'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le régime de l'information, et ça rejoint la remarque de votre camarade juste avant sur la parole des scientifiques, sur le régime de la vérité et sur les modifications qu'on lui a apportées. Et puis, il y a enfin le rôle social, et donc ça, vous abordez la question fiscale, c'est-à-dire qu'en effet, Internet est global et il peut y avoir parfois des modes d'optimisation fiscale qui ressemblent bien disons, à une entourloupe, quoi. Et donc, et où les gens rejettent ça. Et ça, c'est un problème. Bon, voilà. Et, moi, ce qui me semble important, alors peut-être sur un de ces problèmes qui est celui de la vérité. Par exemple, la parole scientifique. Bon, on a bien vu au début sur les masques, certains scientifiques, y compris l'OMS, étaient très prudents en réalité. Et je pense que c'est le propre de la parole scientifique d'avoir cette prudence, d'être capable de doute, et une fois qu'elle a appliqué sa méthode, qui est la méthode scientifique, avec des protocoles reconnus, avec des diplômes, c'est important les diplômes, avec des méthodes, une méthodologie, avec pour nous les scientifiques des sciences sociales, des notes de bas de page, un appareil critique, etc. Enfin, tout ça, ensuite avec des certitudes. Mais seulement une fois qu'on a fait ce travail scientifique, et il faut bien reconnaître que dans l'espace de l'information, maintenant, cette patience-là, on ne l'a pas, et que la parole des scientifiques, elle peut être pendant un temps, disons, hésitante, parce que ce virus, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il nous a tous surpris par plein d'aspects. Pourquoi est-ce qu'il a frappé ici plus que là? Pourquoi est-ce que certains pays ont été plus frappés que d'autres? Il n'y a pas, il y a encore des tas de choses très mystérieuses. Cet ennemi a été très, très malin, en quelque sorte. Et donc, je pense que alors là, pour le coup, il vous revient de porter une attention particulière à ça, parce que les grandes instances de validation de la vérité, notamment les agences de presse, les grands journaux, les scientifiques, ont été en grande partie bousculés, démonétisés, en quelque sorte, par les nouvelles technologies, par ce nouveau régime de l'information. Et il faut constamment, il n'y a pas disons, de remède miracle, il y a le travail constant d'explication, de conviction, mais même dans nos familles, sur le vaccin, par exemple, sur les dangers du vaccin, sur toutes les théories du complot. Et plus on sera nombreux à rester, disons, raisonnables et à mettre du poids dans la parole des scientifiques quand ils ont fait leur travail et de ces instances disons, de gestion de l'information et de la vérité, plus on pourra faire reculer l'obscurantisme et au bout du compte les extrémismes et les nationalismes. Merci beaucoup. J'invite maintenant Inès, diplômée en management de projets internationaux à distance, à nous apporter ses réflexions. Merci beaucoup. Alors, j'allais dire pratiquement beaucoup de points qui ont déjà été dits. Donc, en fait, je me demande, notre place, elle est où? Elle est là. Elle est là aujourd'hui, elle est là demain, elle est là. Le fait qu'on soit là, c'est déjà notre place, en fait. Les jeunes, on fait la moitié du monde. Ça veut dire qu'on est la moitié aujourd'hui, mais demain, on va être 100%. Ceux qui étaient jeunes hier et ceux qui vont naître, ils continueront d'être jeunes. Donc, pour moi, notre place, c'est la place majoritaire. C'est la place du présent, c'est la place du futur. Et en même temps, 9 sur 10 jeunes habitent dans des pays en développement. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup à faire pour faire que justement tout le monde ait cette place et pas seulement nous aujourd'hui sur ce panel ou dans les travails qu'on aura ou qu'on a déjà. Mais comment est-ce qu'on fait pour inclure tout le monde
Et on parle beaucoup aujourd'hui, mais je suis sûre que tout le monde fait des choses aussi. Et je pense que c'est ça notre place aussi, c'est faire, c'est pousser notre ambition. Et je pense que M. Weiss l'a dit tout à l'heure, pousser, aller plus loin, c'est ça notre place. Aujourd'hui, on peut parler. Moi, dans le temps, les 2 minutes que j'aurai, il y aura déjà 20 terrains de foot de forêt qui auront été coupés. Et donc, j'imagine dans tout le temps qu'on a parlé, ça veut dire beaucoup plus. Le fait qu'on en parle aujourd'hui, ça ne va pas forcément aider si on ne fait rien. Donc, je vous invite à rêver. Notre place, c'est celle de rêver, c'est celle de faire, c'est celle d'apprendre à ramener d'autres personnes avec nous. Sinon, on a une place à la table aujourd'hui. Il faut qu'on ramène d'autres jeunes avec nous aussi et d'avoir cette ambition pour aider, que ce soit dans n'importe lesquelles des choses qu'on a dit aujourd'hui, que ce soit la violence de genre, que ce soit les inégalités, que ce soit la technologie. Il y a tellement d'inégalités. Actuellement, je travaille dans un projet où on essaye de traduire beaucoup de choses en quechua, une des langues natives de mon pays. Nous, le fait qu'on parle français, sûrement beaucoup, on parle anglais, on parle espagnol si on est en Amérique latine. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance. Donc, notre place, c'est là où on est aujourd'hui. Et même ceux qui écoutent, votre place, elle est là, là où vous êtes, là où vous pouvez créer du changement. Et la question que j'avais pour M. Weiss, c'était justement, quel est votre challenge pour nous, les jeunes aujourd'hui, on parle avec vous. Selon vous, quelle est notre place? Mais vraiment en pensant grand, quelle est votre ambition? Si vous pouvez rêver à quelque chose, ce serait quoi? Je reviendrai à ce qu'on fait au forum, c'est de présenter des projets et disons d'être entrepreneur de projets qui permettent justement d'apporter le changement. Et ils n'ont pas besoin d'être grands. Il y a beaucoup de projets qui sont très locaux dans ceux qu'on choisit. Mais ceux qu'on choisit, ils sont tous la particularité d'être locaux, mais d'être, disons, reproductibles ailleurs, copiables. On peut les mettre à l'échelle, comme on dit maintenant dans le jargon. Et en fait, et beaucoup... Certains, disons, échouent ou ne fonctionnent pas bien, puis beaucoup marchent bien. C'est cette entreprise-là. Et en même temps, voilà, tout le monde n'a pas vocation non plus à développer un projet. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que dans chacun de vos champs professionnels, c'est plutôt une question d'habitude. Juste une remarque sur la notion de jeune, là encore, j'aime bien la notion de génération, pas celle de jeune, je disais tout à l'heure. Et moi, ça me fait toujours penser à cette chanson de Brassens que vous irez regarder dans le détail parce qu'il y a des gros mots dedans, donc je ne peux pas la citer, mais qui s'appelle « Le temps ne fait rien à l'affaire ». Regardez-la en ligne et vous verrez la morale qu'elle comporte, je pense, est très bonne. Merci beaucoup. Nous avons maintenant notre dernière étudiante qui va prendre la parole, Lucia, étudiante en médecine, ici présente avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à remercier l'AFE d'organiser cet événement et l'accueil chaleureux qui a été très agréable. Merci à M. Weiss d'être ici. Donc, moi, je suis étudiante en médecine, je suis en 5e année. Je finis ma 2e année d'externat. Donc, pendant toute cette crise Covid, nous avons été à la première ligne. Moi, j'étais en pneumologie, typiquement, pendant le début de la crise Covid. Donc, si j'ai un message principal à faire passer, c'est celui de prendre en compte la place essentielle et indispensable d'un système de santé public, accessible à toutes et à tous, et de le prendre en compte dans ses décisions en tant qu'électeur, avec le pouvoir de voter, de prendre en compte que notre système de santé, bon, je cite la France parce que c'est ce que je connais le mieux en tant que personnel de santé, c'est un système de santé qui est exceptionnel, qui est très bien, mais qui a évidemment des défauts. Et nous avons été face à une situation qui nous a dépassé complètement à un moment. Nous avions fait une manifestation en fin 2019 pour signaler que la situation était précaire et que si une crise commençait, ça pouvait dégénérer, et ça a été le cas. Les réanimations se sont retrouvées à refuser les patients qui, en temps normal, auraient été admis, qui ont été refusés juste par manque de place. Donc, c'est très dommage. Donc là, je trouve qu'en tant que génération, nous n'avons plus le choix, en fait, de vivre dans une bulle. Et nous tenons d'être informés, nous tenons de nous engager sur des problématiques qui nous intéressent. Je ne vais pas revenir sur
sur les problématiques de genre ou de climat qui ont été évoquées par mes collègues de forme très pertinente. Mais c'est vrai qu'il est important de prendre en compte la précarité des autres, de prendre en compte les inégalités dans nos décisions, ne serait-ce que sur des gestes très petits. Mais par exemple, soutenir les producteurs locaux avec nos achats, ou essayer de maximiser par exemple le recyclage ou les vêtements de deuxième main pour essayer de limiter l'impact écologique de l'industrie textile, par exemple. Ou, je reviens dessus, mais en tant qu'électeur, essayer de favoriser des systèmes qui permettent d'avoir une accessibilité à la santé, une accessibilité à l'éducation. Je ne peux qu'inciter tout le monde à être vacciné, bien évidemment, mais aussi d'essayer d'être informé et de répandre cette information au sein des proches, parce qu'il est vrai qu'il y a une énorme vague de personnes qui sont contre les vaccins, et je pense que c'est par un manque de confiance peut-être dans le scientifique, dans le médical, et en tant que génération, on n'est pas obligé d'être dans le milieu de santé pour se tenir informé et informer nos proches afin de les inciter aussi à prendre soin d'eux et des autres. Donc là, nous tenons d'être solidaires, ne serait-ce que parce que si on ne l'est pas, on ne va pas s'en sortir. Je reviens sur la métaphore du bateau de tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucia. Donc voilà, vous avez tous et toutes pris la parole. On va prendre juste 2 questions de nos diplômés, Mathilde puis Blanca. Mathilde? Oui, du coup, moi j'avais une question peut-être pour les personnes qui ont eu des parcours dans la technologie, et si vous avez rencontré que du coup les inégalités des genres, on était dans des thématiques où vous avez fait des recherches, où vos collègues ont fait des recherches, ou est-ce que c'était un sujet un peu hors de vos formations et vos éducations et tout ce que vous avez pu voir ces 5 dernières années? Moi, ça m'intéresse beaucoup par mon parcours et puis par du coup ce que je voudrais faire dans le futur. Merci. Je crois que je peux répondre. Moi, je suis dans une école d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs et aussi les préparateurs scientifiques n'ont pas la meilleure réputation en termes de parité homme-femme. Malheureusement, je crois que le chiffre est plutôt autour de 20-25% si on est optimiste. Mais ce n'est pas pour cette... Alors, soyons clairs, il n'y a aucun élément dans les formations officiellement proposées par les établissements qui adresse ce genre de... pour ne pas appeler ça un problème, mais juste pour que les gens aient conscience que ce soit quelque chose et qu'il faut s'en rendre compte. Par contre, en école, il existe des élèves qui se rassemblent en association pour justement promouvoir l'égalité des sexes, la représentation des sexes, l'acceptance que chaque individu est unique et peut avoir son identité, ça c'est ça. Et ce n'est pas... Je crois qu'en tant que génération, en effet, on est plus habitués à accepter les autres tels qu'ils le sont. Mais je suis d'accord, bon, ça peut énormément varier d'établissement en établissement, mais en général, on n'hésite pas d'en parler, même si on n'a pas beaucoup d'opportunités d'en parler, et c'est certainement pas présent dans les cursus, même si ce serait bien dans certains aspects. Je crois que, bon, bien sûr, il y a beaucoup d'efforts à faire, pas seulement dans les états supérieurs, mais aussi en dessous, pour justement rendre ces domaines techniques plus, enfin, pas plus accessibles, ils sont accessibles, juste encourager plus de gens à se dire, à ne pas conformer aux idées reçues, disons. Je ne sais pas si beaucoup. Tu as d'autres remarques à faire à ce point-là. Moi, si je peux me permettre. Ouais. Allez-y. Alors, du coup, moi, je suis une fille donc dans le milieu, on va dire, un peu de la technologie. Et en tout cas,
En prépa, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de filles, on va dire. Pareil, en école, on est 17% de filles, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais après, c'est vrai qu'on n'a aucune discrimination, au contraire. Enfin, voilà, même si on veut avoir un côté un peu plus informatique, c'est vrai qu'il y a moins de femmes. Mais dans toutes les entreprises où j'ai postulé pour un stage ou quoi que ce soit, on mettait en valeur que les femmes postulent. Donc voilà, au contraire, moi, j'ai vécu aucune discrimination de genre, on va dire. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Blanca et ensuite on passera à la suite de la cérémonie. Merci. Alors, ça tombe parfaitement parce que je voulais juste rebondir un peu sur les propos de Mathilde et de Thierry. Et c'était juste à propos aussi de la technologie et en faisant peut-être un peu écho au forum Génération Égalité qui a lieu aujourd'hui, mais aussi demain à Paris. Je pense qu'on peut voir une illustration parfaite des deux possibles effets de la technologie par rapport à la situation des femmes pendant le Covid. Donc, d'une part, ça peut être un risque parce que la technologie est essentielle, donc il y a un manque d'accès à ces technologies et un manque d'accès aux opportunités. Donc, il y a une fracture numérique qui a été un peu accentuée et j'entendais justement parler à une des activistes du Sud global et qu'elle parlait aussi en donnant la voix aux femmes indigènes qui ont aussi même la barrière de la langue. Donc évidemment, ça peut être un risque, mais je voulais aussi, peut-être pour finir en point positif, remarquer que ça peut être aussi une source d'opportunité. Parce que par exemple, il y avait l'exemple d'organisations qui avaient mis en place des groupes de WhatsApp pour soutenir les femmes. Concrètement, il y avait une organisation qui témoignait qu'en Égypte, presque 60 des femmes avec lesquelles elles étaient en contact avaient subi des violences psychologiques. Et donc, par exemple, en ayant accès juste à WhatsApp, c'est aussi une façon de créer un espace où on peut parler et mettre des mots à ces formes de violence. Et donc, ça montre aussi, encore une fois, que ça dépend finalement de nous et des acteurs qui sont engagés et qu'on peut changer les choses. Et donc, pour rejoindre aussi d'autres propos, on voit qu'il y a un rôle pour les preneurs de décision, mais aussi pour les scientifiques dans le cas des technologies. Et donc, on peut travailler ensemble pour ça. Et juste pour finir, je voulais rejoindre les propos d'Inès que je partage tout à fait. Je pense aussi que notre place est ici, mais c'est aussi notre place pour amplifier les voix des autres et ramener un peu le reste des jeunes à la table. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Blanca. Merci à tous et toutes pour ces apports riches, ces échanges, ces questions. Ça donne beaucoup de pistes pour la suite, pour vous comme pour nous. Je vais vous inviter maintenant à écouter un message de Dominique Chimbakala, présidente de l'association Union LFM, qui donc coordonne le réseau des anciennes et des anciens élèves des lycées français du monde. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Chimbakala. Je suis une ancienne élève du lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville, au Congo, et je suis la présidente de l'Union ALFM, l'association des anciens des lycées français du monde. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter, car vous achevez vos études supérieures après avoir brillamment achevé votre cursus secondaire dans un lycée français de l'étranger. Vous faites donc partie d'une communauté, notre communauté à tous, celle des anciens élèves des lycées français du monde. À l'heure où vous entrez dans le monde du travail, souvenez-vous que d'autres vous ont précédé et qu'ils ont parfois, comme vous, fait cette expérience dans un pays qui n'était pas le leur, avec ce que cela suppose de joie, de défis et aussi de difficultés. Ils sont vos pairs. En plus de partager une langue, des valeurs, une culture commune, vous partagez une expérience de vie commune et peut-être aussi des centres d'intérêt liés à un secteur d'activité en particulier, alors n'hésitez pas à les contacter. Vous allez le découvrir, le réseau est un atout considérable dans une vie professionnelle. La force de notre communauté, c'est que nos membres sont présents sur les 5 continents, qu'ils sont tous francophones, et ce quelle que soit leur nationalité, et qu'ils savent tous ce que signifie quitter son pays, s'adapter à une autre culture et construire ensemble avec nos différences, c'est-à-dire avec ce qui fait de vous des êtres uniques et donc précieux. Alors n'hésitez pas à adhérer à l'association des anciens élèves en vous inscrivant sur la plateforme
www.alfm.fr et surtout inscrivez-vous dans l'annuaire des alumni. Nous y sommes déjà plus de 8000. Plus nous serons nombreux et plus cette plateforme deviendra notre point d'appui pour retrouver des amis, s'en faire de nouveaux à l'occasion d'un voyage par exemple, trouver des mentors ou tout simplement des opportunités professionnelles. Voilà, j'arrive au terme d'un discours déjà trop long. Puisque vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route et à bientôt. Voilà, donc beaucoup d'opportunités effectivement seront ouvertes à vous avec l'Union ALFM. Donc comme le disait sa présidente, n'hésitez pas à vous rendre sur cette plateforme, à vous inscrire et à rester en contact les uns avec les autres. On va bientôt terminer. Je me tourne vers Monsieur Justin Weiss si vous souhaitez ajouter quelques mots. Merci beaucoup. Non, peut-être simplement pour vous inviter tous et toutes à la prochaine édition du Forum de Paris sur la paix du 11 au 13 novembre. Ça sera facile de participer, mais ça sera principalement numérique. On aura très peu de gens sur place. On a réduit évidemment parce qu'on ne sait pas très bien à quelle sauce le Covid nous mangera cet automne. Mais vous pouvez participer sur la plateforme. Il faut simplement s'inscrire d'abord, qui sera une plateforme très interactive, et vous pourrez d'abord découvrir tous ces projets, toute cette activité pour changer le monde, disons, et puis peut-être au terme de cette expérience vous engager vous-même. Bravo en tout cas encore, et merci de votre attention. Merci beaucoup pour ces derniers mots. Merci à tous et toutes pour votre participation. Merci d'avoir été à nos côtés, Monsieur Justin Weiss. Bonne chance pour ce prochain forum. On sera là. Je pense que tout le monde a entendu votre invitation. Cher boursier Excellence Major, merci pour votre participation. Félicitations pour votre parcours, vos parcours riches. Je retiens quelques mots, mais notamment le fait d'avoir de la force et de prendre toute sa place. Et puis on compte sur vous pour le faire et pour poursuivre ces beaux parcours dans vos prochaines aventures. Merci beaucoup.